Cette semaine à Espace public, comment analyser le bulletin de votre enfant, la campagne de financement de la Fondation Santé Beauce-Chemin et on vous donne un coup de pouce pour vos préparatifs d'Halloween. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Espace public. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Peut-être comme moi, vous creusez la tête parce que les enfants changent toujours d'idée pour le costume d'Halloween. C'est enfin fixé chez nous, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles. J'ai un petit... en fait, je ne sais plus, je sais même plus en quoi ils vont se déguiser tellement ça change d'idée. Mais aux dernières nouvelles, c'était une sorcière et une espèce de vampire un peu changé. Quoi qu'il en soit, les costumes pour nous, c'est réglé. Les bonbons aussi, puisque j'ai passé ma commande déjà. On va en discuter avec Manu, des bonbons d'Halloween. Oui. Bienvenue. Merci. Alors, on va parler des bonbons parce que du côté de Laïs, on a eu vraiment une super de bonne idée. En fait, on parle de bonbons chez vous depuis un bon bout de temps. On peut les retrouver en vente On peut les trouver en vente à quelques endroits dans la région, à Montréal et à Rimouski également. L'an dernier, on a fait cette promotion-là d'Halloween avec nos petits formats en disant hey, arrêtez de vous casser la tête avec des bonbons. Commandez vos bonbons chez nous, on va vous les préparer. Ils vont arriver dans une petite boîte décorée et vous aurez juste à ouvrir la boîte puis les donner aux enfants. C'est tellement parfait, là. Bien oui, puis tu sais, l'an passé, succès, 1500, entre 1500 et 2000 commandes. On était contents. On est ailleurs là, cette année. Là. On est à un autre niveau, 400 de plus. Bien, tant mieux. Oui, c'est un beau succès. On en est à 8000 commandes cette année, réparties grosso modo sur entre 100 et 150 clients qui en ont commandé. Et on a notre gang qui travaille d'arrache-pied depuis 2 semaines à faire ces bonbons-là. Bien, pas à faire les bonbons, à faire l'étiquetage, à préparer soigneusement chacune des commandes pour qu'on ait le 45 grammes, qui compte, qui pèse, qui en sache, qui emballe. Chacun fait partie là, des différentes étapes. Absolument. Parle-nous justement des membres de l'AIS. Qui sont ceux là, qui travaillent sur ces bonbons? On a tous les jours 4 personnes qui sont là régulièrement tous les jours. Je vais les nommer Pierre, Michel, Bruno et Claude qui sont là à tous les jours. À eux, on ajoute une personne qui vient une journée par semaine, Carl, on a Jean-Philippe qui vient une journée par semaine aussi, on a Gino qui embarque là-dedans. Au total, ils sont 6 à 8 à participer à ce projet-là, qui sont très autonomes, mais on a également une partie de notre groupe qui est un peu moins autonome sur les emballer, compter, tout ça, c'est pas possible, mais ils ont l'étape de l'étiquetage. On emmène ça, sont scellés, et on les sort de l'atelier, puis là, ils les étiquettent un après l'autre. Et c'est beau de les voir travailler. Parle-moi un petit peu de l'impact d'un travail comme celui-là pour les membres de l'AIS. Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est une réalisation incroyable. Pour ces gens-là, c'est l'impression, c'est plus qu'une impression, c'est la réalité de se réveiller chaque matin pour aller travailler comme n'importe qui de normal fait. Eux vont à l'atelier de travail et fournissent ces bonbons-là. On a quelques autres contrats en parallèle, mais majoritairement, c'est nos bonbons qu'on retrouve maintenant partout au Québec. On aurait pu trouver plein d'autres belles idées. L'idée des bonbons est arrivée comme ça, une espèce de flash à un moment donné. Vraiment un flash. On fait des contes de Noël. Et le succès qu'on a eu pour nous, là, attends un peu, là. On tient quelque chose. On tient quelque chose, là. Et de fil en aiguille, on crée des contacts avec des gens à Montréal qui, maintenant, distribuent nos bonbons ailleurs au Québec. C'est lui qui nous a placés dans certains commerces de Montréal, qui nous ont placés également à Rimouski dans un cinéma. Et nous, on fait des petits bonhommes de chemin. On va s'occuper de la région pour être notre propre distributeur. Et donc, on a rencontré des commerces qui, je le dis, les gens qui vendent nos bonbons ne font pas ça par charité. Ils ont leur pourcentage de remise à eux, comme si c'était un fournisseur officiel. On ne dit pas « tasse ton fournisseur, prends-nous, fais-nous la charité ». Non, non, on va te donner ton pourcentage de profit, on va garder le nôtre, on va bâtir ensemble une relation d'affaires. Et c'est pas juste d'acheter des bonbons emballés, là, quand on achète des bonbons qui sont étiquetés, justement, Laïs. Oui. C'est qu'on aide des gens de la région aussi. Et le volet, en fait, il est très grand. On parle de l'estime de soi, le fait d'être impliqué, de faire la différence. Comme tu disais, la motivation aussi de se lever chaque matin, puis vraiment de faire une différence. J'irais encore plus loin. On aide ces gens-là à se réaliser en tant qu'être humain.
Tu le sens, toi, directement, là, depuis le début du projet? Tout à fait. La fierté qu'ils ont à le faire. Quand on leur dit hey, on a une nouvelle commande, 150 chez Radio Beauce qui nous commande telle quantité, ils sont contents, comprennent ce qu'ils font, comprennent pour qui ils le font. Puis ils vont être contents de savoir qu'à l'Halloween, le 31 au soir, bien, il y a probablement 8000 enfants de la région qui, dans leur sac, vont avoir des sacs comme ça avec le logo de la IS qui dit merci dessus. Puis, tu sais, je le disais tantôt, on travaille beaucoup sur des partenaires d'affaires, que tout le monde trouve son compte dans ce projet-là. Nous, évidemment, ça nous rapporte des sous pour financer notre organisme qui en a besoin. On donne un travail à ces gens-là, on les fait réaliser, puis en même temps, les gens qui commandent, bien, ils n'ont pas le souci de se casser la tête à acheter des bonbons cette année. Puis de faire les petits sacs à la maison, parce qu'on sait que c'est ça qui arrive. Là. Bien, nous, on le fait, on est content de le faire. En fait, même, c'est pas ça qui arrive. On ouvre les boîtes, on les laisse sur le bord de la porte, puis on une poignée dans chaque. Non, ça va être pas mal mieux de donner ça, évidemment, cette année. D'ailleurs, les bonbons, on peut se les procurer à l'année. On le disait, bon, dans différents commerces ici de la Beauce. Mais si on a un événement spécial, un anniversaire pour les enfants, peu importe, là. Nommer l'événement, on va vous trouver une solution. Peu importe. Non, mais c'est-tu ces formats-là? C'est autre chose. Vous les achetez au kilo? On va le faire. On a quelqu'un qui nous a appelé. J'ai une vieille machine à bonbons. Moi, tu demanderais-tu un sac pour au la kilo? Remplir. Pas de trouble. M'a trouvé ça, j'en ai. Quelle sorte tu veux? M'a te le remplir. Parfait. Fait qu'on trouve des solutions. Alors, on avait évidemment un bon de commande pour les bonbons pour cette année. Au moment du diffusion de l'émission, évidemment, bon, les commandes sont maintenant terminées, mais on vous dit de le faire à l'année et de surveiller aussi les publications, notamment sur votre page Facebook, parce qu'il y a toujours des nouveautés, des spectacles, des choses qui s'additionnent. Noël s'en vient. On va sûrement avoir une promo de Noël. On va sûrement avoir une promo de Pâques Saint-Valentin qui s'en vient également. On est très loin, mais, ça vient vite. Mais on est déjà, nous, à travailler sur Pâques Saint-Valentin. Parce que c'est ça, le commerce, ça a l'air. Tout à fait. Il faut toujours avoir comme un pas ou deux. C'est une bonne saison d'avance. D'avance. Bravo, Manu, pour l'implication, puis bravo à ces gens aussi. Oui, le mérite va à eux autres. C'est un beau travail d'équipe, c'est une belle réalisation, puis la fierté que nous, le personnel, on a de les voir travailler, mais la fierté qu'eux y ont à venir, à sortir l'autobus le matin pour venir se réaliser chez nous, tout le monde y a gagné. Tout à fait. Je te garde avec moi. Je ne sais pas si tu étais bon à l'école quand tu étais jeune. Sais-tu quoi? Non. J'étais excellent. Oh, wow! Ouais. Je ne suis pas surprise, là. On dirait pourtant. Pas du tout. On va parler des devoirs. Ça, je ne sais pas si tu aimais ça en faire ou non. Les devoirs, les bulletins, là, les parents vont recevoir la première, si ce n'est pas déjà fait, première communication des enfants pour l'école. Le premier bulletin s'en vient. Des fois, c'est beau. Des fois, ça l'est un petit peu moins. On va analyser le bulletin après la pause. Restez là, on en parle avec Véronique. On a reçu la semaine dernière la première communication pour les enfants à l'école. Une espèce de première communication, finalement, pour nous indiquer comment ça se passe pour nos enfants à l'école dans l'attente du premier bulletin qui, lui, viendra prochainement. On va en discuter avec Véronique. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci. Alors, ce premier bulletin, il est très attendu ou pas. Hein? Ça dépend où on se situe, évidemment. En effet. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un petit peu stressant, finalement, soit pour l'enfant ou même pour le parent. On pense que ça se passe bien. Finalement, on le regarde et on se dit, mon Dieu, on est en décalage. On va essayer de remettre ça un petit peu peut-être dans le contexte. On le prend comment, ce premier bulletin, notamment si l'enfant est en première année, dans 6e année, il s'en va au secondaire. J'imagine qu'on prend ça de différentes façons. Oui, en effet. La première chose à faire en tant que parent, en fait, quand vous allez recevoir le bulletin, c'est de prendre le temps de le regarder avant de réagir. D'être devant l'enfant. OK, toute seule. Parce que votre première réaction peut faire la différence de ce qui va se passer ensuite chez votre enfant. Si vous regardez le bulletin avec lui puis vous avez une grande déception, vous n'êtes pas capable de la canaliser, cette déception-là, mais votre enfant, lui, ce qu'il va sentir, c'est votre déception. OK. Son rebond suite à cette réaction-là va peut-être être plus difficile. Donc, vous êtes mieux de prendre le temps de le regarder quand vous êtes seul. Souvent, de toute façon, maintenant, les bulletins arrivent directement aux parents, donc pas nécessairement par l'enfant. Prenez ce temps-là pour le regarder. Est-ce qu'il faut le remettre dans son contexte? Dans le genre où je regarde le bulletin de mon enfant, bon, je vois qu'il y a des notes qui sont certainement plus faibles que ce qu'on aurait pensé, mais
L'année n'a pas été toujours, ou le début d'année n'a pas été facile. On sait qu'il s'est peut-être réajusté et tout ça, donc il faut prendre ça en considération. Là. Oui, il y a des années où il faut le prendre vraiment plus en considération que d'autres. Par exemple, la première année, c'est une grosse année pour les enfants. C'est beaucoup d'adaptation. On passe de la maternelle où on joue beaucoup à une année où on joue un peu moins en classe. Pas de dodo, on apprend à lire, à écrire. Hein? Puis à la maternelle, c'est beaucoup des compétences qu'on développe chez l'enfant. Est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il est capable de faire les choses par lui-même? Est-ce qu'il est capable de régler ses conflits? Alors qu'en première année, on commence à faire beaucoup plus d'académique. Ouais. Donc là, c'est une année où, en effet, si on voit une petite baisse, ça peut s'expliquer par tous ces changements-là. La deuxième année, c'est la suite de la première année. Donc, on devrait s'attendre à avoir le même genre de résultats entre la première et la deuxième année. Et là, s'il y a une baisse, ça devrait peut-être un petit peu plus nous alarmer. Même chose en troisième année, c'est un changement de cycle. Alors, si votre enfant a une baisse en début de troisième année, ça se peut que ce soit normal. On change, il y a des nouvelles notions, il y a de la nouvelle matière, donc c'est un défi supplémentaire. Alors, à chaque début de cycle, en fait, ça va être de cette façon-là que ça pourrait se passer. Un exemple très personnel, moi, mon enfant a été cette année, en fait, dans une classe de 2 années. Oui, deuxième, troisième année. Alors là, au début, ma question, c'était est-ce qu'il va y avoir une surcharge de travail, par exemple? Comment est divisé le temps du professeur? Finalement, tout se passe bien, là, il y a vraiment pas de problème. Mais en même temps, on en voit de plus en plus des classes double niveau. Oui, exactement. Comment est-ce qu'on voit ça d'un bon œil? Parce que notre enfant est dans une classe, bon, par exemple, peut-être avec des plus forts. Oui. Ou est-ce qu'on met plus de pression? Comment on gère ça? En fait, les recherches démontrent que l'effet d'une classe double niveau, elle est neutre. OK. Généralement, chez la majorité des enfants, c'est pas moins bon ou mieux. Par contre, il y a certains enfants qui, par exemple, si on est capable de les choisir pour aller dans une classe double niveau parce qu'il est en deuxième année, il est très fort, bien là, à ce moment-là, ça va être positif pour lui parce qu'il va pouvoir accéder à des contenus plus complexes puis ça va lui donner un défi supplémentaire. Mais si notre enfant, c'est pas une sélection, c'est dans l'école où il est, c'est comme ça, il y a une seule classe, mais à ce moment-là, c'est un effet neutre parce que l'enseignant, lui, est capable de s'adapter à l'enseignement. Puis dites-vous, dans une classe là, de première année, troisième année, n'importe quel niveau, là, en réalité, là, il y a des très faibles. Oui. Il y a des élèves qui sont dans la moyenne, puis il y a des élèves qui sont très forts. Donc, les enseignants sont habitués à s'adapter à ces différents niveaux-là. Et le professeur est choisi en fonction de ça aussi, j'imagine. Quand il le peut, oui. Et le plan de cours aussi. Alors, là, le bulletin arrive. On a pris le temps de ventiler le tout avant d'en parler avec son enfant. On aborde ça comment quand, justement, on voit que, bon, là, ça ne fonctionne pas du tout, par exemple en français ou en mathématiques? Mais l'effet de la sandwich, là, je sais que c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on entend partout, mais c'est encore bon, surtout avec les enfants. Donc, on va essayer de cibler l'élément qu'on est très fier de son bulletin. Donc, d'aller voir est-ce que c'est quelque chose sur lequel il s'est amélioré, est-ce que c'est un maintien de notes? Hein, des fois, les parents, on a tendance à vouloir toujours que ça aille mieux, mais un maintien de notes, c'est quand même très bon. Là, on est dans des nouvelles notions, nouvelles compétences. C'est excellent. Alors, on regarde cet élément-là qu'on est fier. Donc, on lui précise, hey, « Wow, je suis fière de ce résultat-là parce que… » Et c'est le « parce que » qui est important. Ça s'appelle du feedback. Si on fait juste « ta note est belle », l'enfant, lui, ça ne lui dit rien. Mais si on lui explique « parce que j'ai vu que tu as fait des efforts dans cette matière-là, puis regarde, ça a été payant. » Donc, le « parce que » par la suite est important. Ensuite, on va aller vers quelque chose qu'on voudrait lui lancer comme défi. Toujours, bien oui. Exact. Et on va essayer de présenter ça comme un défi. Et regarde, voilà de où tu pars. En mathématiques, on le sait, toi et moi, c'est pas ta tasse de thé, mais on part de là cette année. On part d'un résultat de 60, par exemple. Puis je veux qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille mieux et qu'on le regarde ensemble. Votre enfant doit se sentir appuyé là-dedans. Des fois, on voudrait, qu'est-ce que tu vas faire, mais il a besoin de vous. Puis ça, peu importe qu'il soit au primaire ou au secondaire. Et même si le professeur dit votre enfant doit être le plus autonome possible dans ses devoirs, ça ne veut pas dire de ne pas s'en occuper, de ne pas regarder ce qu'il y a à faire, puis de ne pas regarder, par exemple, l'agenda et tout ça. Là, on s'implique, là. Exact. L'autonomie, là, c'est beaucoup de choses. Hein? Je peux laisser mon enfant, en fait, être autonome de sortir son sac d'école tout seul, de regarder ce qu'il a à faire, de décider ce qu'il veut faire en premier et de se mettre à la tâche tout seul. L'autonomie, ça peut être aussi de le laisser faire, mais aussi après d'aller vérifier ce qu'il a fait. Ouais. Hein, il a été quand même autonome. Là. Il l'a fait tout seul, mais vous vérifiez en arrière pour vous assurer qu'il a bien compris. Ça montre notre intérêt aussi là, pour l'école, l'importance et tout ça. Ça ne veut pas juste dire occupe-toi-en, moi, j'ai pas d'affaires là-dedans. Non, c'est ça. Objectif réaliste, évidemment, qu'on fixe. Puis dans mon effet sandwich, là, bien sûr, j'ai oublié la dernière tranche, mais c'est un autre effet positif, un autre élément positif du bulletin. Oui. Donc ça, c'est aussi donc, important. on dit ça, c'est bien, avec quelque chose donc à atteindre, puis finalement, on revient avec un autre élément Faites parler positif. votre enfant.
Tu sais, souvent, le bulletin, là, votre enfant, il va le savoir, ce qui s'en vient. Donc, oui. demandez-lui, tu sais, toi, est-ce que tu es surpris de ces résultats-là? Des fois, ils vont même vous dire oui. Tu sais, quand ils sont très jeunes, ils n'ont pas vraiment de notion nécessairement des résultats. Fait que vous pouvez lui en parler avec lui. Toi, tu te sens comment? Est-ce que tu trouves que ça représente ce que tu fais en classe? Est-ce que tu as l'impression que tu as donné ton maximum? Exact. Puis, tu sais, pour les résultats, un enfant de première année, 60, des fois, ça ne veut pas lui dire grand-chose, mais vous pouvez juste lui dire, regarde, l'enseignante, et ça m'explique que ça, c'est difficile pour toi. Est-ce que, en effet, pour toi, ça l'est? Oui. Le temps file, mais je voulais absolument aborder, entre autres, deux notions, les récompenses et la moyenne. Est-ce qu'on regarde la moyenne sur le bulletin ou ça n'a pas rapport? S'il vous plaît, la moyenne. La moyenne, ça indique comment votre enfant va dans le groupe où il est présentement. S'il était dans une autre école, dans un autre groupe, il pourrait être au-dessus de la moyenne, vous seriez super content, puis peut-être qu'il aurait 70. Puis dans le groupe où il est aujourd'hui, il y a 75, mais il est en dessous de la moyenne parce qu'elle est 80. La moyenne, ça dit juste le groupe où il est actuellement. Si c'était une moyenne provinciale ou canadienne, là, je vous dirais, OK, on pourrait commencer à la regarder, mais c'est une moyenne d'environ 25 enfants. On s'entend qu'en statistique, c'est pas une moyenne qui est très OK, très bien. valorisée. Et finalement, les cadeaux. Oh, wow, quel beau bulletin! Viens, on s'en va au centre d'achat, tu peux choisir une surprise. Ben non, là, vous allez choisir des bonbons de oui, tout à fait. Hein? Fait que ça, c'est une récompense acceptée parce qu'il y a une cause derrière. Parfait, on retient ça. Je l'adopte, elle. Mais les récompenses, on essaie d'aller plutôt, premièrement, pas nécessairement sur le résultat, mais l'effort que l'enfant a fait. Donc, si vous avez une récompense à donner, donnez-la sur l'effort qu'il a fait. Il a fait ses devoirs à temps, vous avez remarqué qu'il a étudié, qu'il a révisé. À ce moment-là, vous pouvez donner une récompense, mais essayez d'y aller sur du temps de qualité avec vous, plus de temps pour se coucher plus tard, de se choisir une activité plaisante qu'il a envie de faire. Donc, et on essaie de les mettre à court terme, les récompenses. Donc là, vous pouvez en donner une pour le bulletin qui s'en vient, mais je vous dirais pour le prochain bulletin, séparer les objectifs à court terme. Donc, après une semaine où il a fait ses devoirs tous les soirs, bien, il devrait y avoir une petite récompense parce que sinon, il va l'oublier. Puis finalement, le moyen va tomber dans l'oubli. Puis moi, j'allais dire à ça, tu sais, un 80 pour une personne, il peut avoir fait le cancre pour avoir 80, puis l'autre a fait un effort extraordinaire pour avoir 80. Tu sais, la valeur de ça, c'est la même note, mais la valeur n'est pas la même. Mais tu nous le disais, tu sais, à l'école, pour toi, c'était peut-être un petit peu plus, en tout cas, facile. Mais donc, pas que ta note a moins de valeur ou quoi que ce soit, mais pour toi, tu apprenais tout ça et ça te restait en tête. Mais il y en a d'autres qui ont bûché aussi pour avoir cette note-là. Donc, il faut remettre tout ça un petit peu dans son contexte. Voir c'est quoi le potentiel de votre enfant. Si présentement, votre enfant a toujours eu 65 puis vous lui demandez tout à coup d'avoir 80, c'est irréaliste, ce n'est pas son potentiel actuel. En terminant, la lecture, l'importance de la lecture. On mise beaucoup là-dessus depuis les dernières années. Oui, en effet. Il y a un chercheur qui a fait énormément d'études en éducation. Puis, lui, il a sorti les critères les plus importants. Puis, dans ceux que le parent peut avoir un impact rapidement sur l'apprentissage, la lecture est en 3e position. Les 2 autres niveaux, c'est des trucs qui se passent dans la classe, au niveau de la relation de confiance avec l'enfant et l'enseignant et le feedback que l'enseignant peut donner. Mais le 3e facteur, c'est les programmes encourageant la lecture. Lire tous les soirs, faire lire votre enfant, vous assurer qu'il y a beaucoup de livres disponibles dans la maison, aller à la bibliothèque. Voilà. Des choses qui sont faciles à faire, puis c'est accessible. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on retient, entre autres, qu'il faut ventiler la réaction du très important. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On fait une courte pause et au retour, on parle de la campagne de financement pour la Fondation de la santé Beauce-Chemin. Restez là. Parlons maintenant de la campagne de financement pour la Fondation Santé Beauce-Chemin. Alors, bienvenue à vous deux. Merci d'être là pour nous donner, évidemment, les détails. Merci. Avec une campagne de financement avec un objectif très important, encore une fois, cette année. Un objectif de 400 000 $ comme à chaque année, mais les gens sont tellement généreux et c'est possible d'atteindre. Et l'argent, nous n'avons besoin et est investi toujours très rigoureusement dans l'hôpital et alentour. De quelle façon, justement, pour donner une idée concrète? Bien, c'est sûr qu'on reçoit des listes du CISSS. Des besoins. Des besoins que les gens de l'hôpital, les gens qui travaillent à l'hôpital nous donnent. Et puis quand il y a le comité des équipements qui passe sur les listes de mon conseil d'administration, et puis les équipements sont choisis pour l'enlignement au point de vue d'une campagne. La tomosynthèse qu'on va parler tantôt, c'est un équipement de 145 000 $. Ça fait que c'est sûr que tu ne peux pas partir d'un petit événement comme le golf ou pour une levée. Ça prend 145 000 $. Exactement. Ouais.
Et il y a plusieurs autres équipements qui vont se greffer alentour de cette campagne cette année. Je comprends que la liste qu'on vous envoie pourrait être probablement vraiment plus longue et tout ça, mais quand on se compare, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on a présentement versus ce qu'on a de besoin, est-ce qu'on se situe dans un niveau, pour ceux qui travaillent là, directement auprès des patients, est-ce qu'on se situe dans un niveau où on a sensiblement ce qu'on a de besoin au goût du jour de la technologie ou si on a un grand pas à faire? Là? En tout cas, moi, c'est toujours un petit peu... moi, je pense que depuis que je suis à la présidence, on répond à 100 des demandes. Ah oui, de la liste... De la liste demandée. Super. Et l'argent récolté, on ne la met pas dans le compte de banque. Elle a besoin de la cause, ça fait qu'on l'investit et on répond aux besoins. Aux besoins. Très bien. Ces besoins-là, évidemment, ils sont importants puisqu'ils sont inscrits sur la fameuse liste. Comment on fait pour déterminer ce qu'on envoie? Est-ce qu'il y a comme des gens qui discutent de ça ou si c'est clair là, à chaque année? C'est pas toujours clair. C'est sûr qu'on y va beaucoup avec la technologie. Tout avance assez rapidement. On a un nouvel appareil de mammographie. Ça fait quand même 3 ans, 4 ans. Ça en fait 4 ans en décembre. Il est quand même très récent. Quand on a réussi à l'avoir par la Fondation, on savait qu'il pouvait être rehaussé pour la tomosynthèse, pour le 3D. On sait que c'est de l'avancement. Les femmes en parlent beaucoup. Ça reste un appareil de mammographie, parce que c'est une mammographie quand même, mais c'est un appareil beaucoup plus, qui va réussir à détecter beaucoup plus de lésions, parce que c'est toutes des... Ça donne une image beaucoup plus précise, avec toutes plein de petites couches du sein. Fait que, au niveau de l'image, pour le radiologiste, pour des types de seins, ça va y permettre de mieux voir. Parce qu'un sein, des fois, pour une femme qui a un sein très dense, bien, il y a beaucoup de glandes à l'intérieur d'un sein. Fait que de réussir à tout voir, chaque couche, bien, ça y permet d'avoir des images plus précises. Exactement. Okay. Alors, il y a ça comme demande, entre autres, cette année, dont on entend beaucoup parler dans les médias, évidemment, l'importance et tout ça, parce que ça touche beaucoup de femmes. C'est ça. Plusieurs femmes sont touchées, malheureusement, par le cancer du sein. La prévention, on parle de ça. On parle évidemment aux femmes d'aller voir leur médecin régulièrement, de passer le test. Ça passe par là aussi, mais ça passe par l'équipement, évidemment, dont on a besoin également sur le terrain. Exactement. Autre chose aussi, peut-être, faisant partie de cette liste-là, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail ou si essentiellement, aujourd'hui, on voulait mettre l'accent sur cet appareil? Bien, il y a l'autre appareil qui va pour le cœur, qui est pour les opérations, les pacemakers, qu'on appelle, que les gens connaissent plus le terme. C'est un appareil de 35 000 qu'ils ont besoin qui pose... c'est technique un petit peu. C'est technique pour moi, tout ce qui est hospitalier. Mais on sait qu'il y a quelque chose, un montant qui est prévu pour un appareil comme celui-là. Et le reste de l'argent va dans les secteurs. Vous savez, la Fondation, on investit. C'est sûr, quand on fait une campagne, on a des gros équipements qui nous sortent, qu'on a besoin. Mais il y a toujours des petits équipements dans plusieurs départements de l'hôpital ou dans les CHSLD ou les CLSC que maintenant, on est rendu qu'on est aussi avec eux, tout à fait, avec la fusion des deux fondations. Je lisais aussi au niveau de la technique d'opération, il y a donc un appareil qui permet de diminuer les saignements et tout ça. On en est là aussi, hein, à faire des demandes dans ce sens-là? On est là avec le docteur Simon Drouin, qui je n'ai entendu parler. Donc, qui nous permettrait d'avoir moins de saignements lors d'opérations et tout ça. Donc, des demandes qui sont très précises dans cette fameuse liste. Nous avons un hôpital très bien équipé. Nous avons des excellents médecins, du personnel extraordinaire. Nous sommes chanceux en région, dans notre région, dans la Beauce, d'avoir une qualité d'hôpital comme ça. Et là, c'est de les aider encore plus à évoluer, évidemment, là-dedans. C'est pour ça qu'on est là. On en a profité aussi pour dévoiler une nouvelle image, un nouveau logo. Oui, tout simplement, après une journée stratégique, c'est sûr que l'ancienne image, on faisait une image style annuel qu'on visait une campagne. Ça fait que là, on a voulu expliquer à la population, aux gens, dire, écoutez, on est là, la Fondation, on est là pour de la naissance jusqu'à accompagner à tous les niveaux, tous les âges, dans les CHSLD. Ça fait que c'est important que les gens comprennent que c'est pas comme l'année dernière, on avait les enfants, c'est bien d'accord, mais au travers de ça, on a
toute la population. Plus global, un C'est petit ça. peu. Ça là, fait que comme c'est image. l'image, la nouvelle image qu'on voulait démontrer au point de vue de la Fondation. Très bien, pour dire que, bon, c'est pas parce qu'une année, par exemple, on met l'emphase sur une machine pour les enfants ou pour les femmes que C'est ça. les autres sont laissés pour compte. Exactement. Très bien. C'était pour le Alors, campagne de financement, 400 000 qu'on a comme Qui est commencée. objectif. Oui, qui est commencée, exactement. De quelle façon on peut vous aider? Bien, il y a le télémarketing qui est commencé, que vous pouvez recevoir un appel. Je sais que les gens sont là pour les 5 prochaines semaines. Il y a le corpo qu'on appelle, les gens d'affaires vont être sollicités, qui sont toujours très généreux, qu'on a toute l'équipe de bénévoles travaille très fort pour la réussite de l'objectif Très de bien. 400 000 Donc, ça se peut qu'on reçoive un petit coup de fil Ça se peut que vous prochainement, recevez, oui. évidemment. Puis il y a le site Internet. ben vous oui. pouvez faire des dons en ligne aussi. Tout à fait. On parlait de mammographie. C'est 10 000 mammographies qui sont effectuées annuellement chez nous, donc c'est beaucoup. Oui. Et maintenant, donc, on sera en mesure de répondre aussi à cette demande avec cet appareil un petit peu plus précis. Sophistiqué, oui, exactement. Et à la fine pointe. Tout à fait. Pour le personnel, ça demande une formation. Une formation. Qu'on aura dès l'entrée, le plus tôt possible, exactement. Évidemment. On attend d'avoir l'objectif atteint aussi. La machine est déjà commandée. Normalement, on se pose. C'est sûr que nous, le conseil d'administration se positionne en décembre selon l'évolution. OK. On prend une décision à ce moment-là. On prend une décision, c'est sûr. Mais on est optimiste. Le plus vite possible qui est commandé. C'est sûr qu'on veut l'avoir le plus vite. Ça fait qu'on ne retarde rien. Ce n'est pas nous qui retardons rien à la Fondation. Très bien. Ça fait que j'ai une équipe qui travaille très fort puis qui prennent des risques, puis qui savent que la population est en arrière de nous aussi. Ça fait que, oui, l'implication, elle est toujours majeure, en fait. C'est fait. On voit certaines entreprises aussi illuminées en rose. C'est une belle implication de la communauté aussi. C'est jusqu'à la fin du mois d'octobre. Hein? C'est le mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein. C'est sûr que avoir la ville en rose, ce serait l'objectif, mais année après année, je crois que les gens vont apprécier de voir la ville en rose ou certains édifices en rose. Ça fait que ça va prendre de l'ampleur. Exactement. C'est la deuxième année. Voilà. Donc, le mot se passe maintenant et même à la limite, on n'est pas surpris. On voit et tout de suite, on fait référence, évidemment, au cancer du sein. Merci beaucoup de nous voir à l'émission. Bravo pour votre implication. Merci. Évidemment, l'adresse va figurer au bas de l'écran. On parlait de dons en ligne, là. Alors les gens pourront aller jeter un petit coup d'œil, bien sûr, et faire leurs dons. Parlant de dons, on parle de bonbons. C'est ce dont on parlait aujourd'hui à l'émission. On a fait le tour de l'équipe. On a trouvé preneur, évidemment. Oui, je repars pas avec mes Non, démos, ça finalement. c'est sûr, tu repars les mains vides, évidemment. Bon, pour l'Halloween, cette année, les commandes, on le disait, c'est maintenant terminé, mais pour les fêtes d'enfants, Noël, un mariage, on sait que c'est populaire, les bars à bonbons. On fait appel à vos services. On peut même fournir du staff au besoin. Mon Dieu, mais c'est merveilleux. Juste des solutions. Et on rappelle évidemment votre mission à l'AIS qui est tellement noble et satisfaisante aussi parce qu'on sait qu'on aide des gens concrètement aussi. Oui, l'intégration sociale des gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Absolument. Et vos bonbons, en fait, sont délicieux. Chez nous, on est accros. C'est plein de fruits. Ben oui, exactement. Merci beaucoup à vous d'avoir été là encore une fois cette semaine. On va se donner rendez-vous jeudi prochain. Et à ce moment-là, on va parler d'une notion qui vous échappe peut-être ou que vous tentez de maîtriser, le lâcher-prise. Alors, je vous laisse là-dessus. Pensez à ça cette semaine et on se retrouve jeudi prochain. Bye bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.